Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 4 décembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Une première dans les Outre-mer, la Guadeloupe accueillera le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Les Guadeloupéens ont été un peu moins généreux cette année lors de la grande collecte de la Banque alimentaire. La compagnie aérienne Norwegian Airlines vient de lancer ses liaisons directes entre la Guadeloupe et les États-Unis. Alizé vous dévoile les coulisses du premier vol. Le journal Aurélie Ronze. Et on l'a appris aujourd'hui en milieu de matinée, la Guadeloupe accueillera bien le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Ce sera les 4, 5 et 6 mars prochains. Le vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault recevra l'équipe de France de tennis ainsi que l'équipe du Canada. On sait que le capitaine de l'équipe de France de tennis, Yannick Noah, a joué un certain rôle. Je vous propose justement d'écouter la réaction de Christian Forbin, le président de la Ligue de tennis de Guadeloupe. Il est à Paris pour l'occasion. Il a été joint par Éric Pommier. Pourquoi Yannick Noah a autant insisté pour que cette coupe ait lieu justement en Guadeloupe? Non, Noah, sache, dès que le tirage au sort de la Coupe de Nice le premier tour a été fait, Noah s'est rendu compte qu'il allait jouer, c'était une demande technique, qu'il allait jouer contre les gros frappeurs canadiens que sont Raonic et son collègue Pospisil. Il a donc souhaité jouer sur terre battue, à l'air libre. Au mois de mars, ça ne pouvait être qu'en Outre-mer, puisque jouer à l'air libre au mois de mars dans le froid, ça n'a pas été réjouissant. Et donc, à ce moment-là, effectivement, cette idée de Noah, on l'a saisie au bon, et puis à ce moment-là, on s'est dit, allons-y, postulons, montons un dossier, parce que nous avions le savoir-faire en Guadeloupe, et bien on s'est dit, il faut y aller. Voilà. Quand la Martinique s'est positionnée, est-ce qu'on peut dire que vous avez craint un petit peu? C'est dans l'ordre des choses, hein. C'est normal, puisque vous savez, pour comprendre l'histoire de cette candidature, en fait, initialement, le bureau fédéral avait sollicité que les ligues métropolitaines pour postuler à cette manifestation, pour organiser cette manifestation. Et quand je l'ai su, moi, c'était au moment de la finale de Bercy, je l'ai su, j'ai tout de suite envoyé un courrier à la fédération, faisant part de mon indignation, et en disant que pour moi c'était de la discrimination et que je souhaitais que les ligues d'outre-mer soient consultées également. Et donc ce qu'a fait la fédération. Et donc si vous voulez, il n'y a pas de... Non, c'est dans l'ordre des choses. Mais moi non, pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire, c'est normal. Autre réaction, celle d'Alain Sorez, le président du CROSS, le comité régional olympique et sportif de Guadeloupe. Il a toujours défendu cette possibilité d'accueillir le premier tour de la Coupe Davis de tennis. Patrick Curie a recueilli ses propos. C'est une bonne nouvelle pour la Guadeloupe, surtout que ça répond à une demande de la Fédération française et une stratégie de son capitaine de jouer en terre battue au mois de mars. Donc la France n'avait pas trop le choix. On a eu un peu peur, disons, avec la candidature de dernière minute de la Martinique. Mais comme l'a dit le président de la Fédération française, à partir du moment que la Guadeloupe très tôt s'était positionnée, donc la Ligue de tennis s'est positionnée pour l'accueillir avec le soutien donc, de l'ensemble des collectivités, le soutien du mouvement sportif. Donc je pense que c'est une bonne chose pour la Guadeloupe, sachant que pour rassurer tous les Guadeloupéens, c'est une dépense raisonnée parce que la Coupe Davis, c'est vraiment une compétition internationale très médiatisée, en plus contre le Canada. Donc nous avons beaucoup d'intérêt à dépenser un peu d'argent. En 2016, il n'y a pas d'autres événements d'importance, donc ça ne va pas alourdir la charge pour nos collectivités. Enfin, qu'en pensent les Guadeloupéens? Patrick Curie est allé recueillir vos premières impressions. Une excellente décision pour la Guadeloupe, ça. C'est vraiment, sur le plan touristique, sur le plan économique, ça va rapporter beaucoup à notre île. C'est vrai, je souhaite ça parce que je voudrais bien que la Guadeloupe soit retenue. J'ai entendu ce matin, c'était la Martinique qui était légèrement devant, mais quand j'ai entendu, comme vous me disiez maintenant que la Guadeloupe a eu, je suis vraiment ravi, je suis vraiment content. C'est une bonne chose, je pense, pour le tourisme et apporter un peu plus de monde à la Guadeloupe. Ça va être un bon gaspillage d'argent, d'investissement, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut pour accueillir. Donc il faut construire. Ça va être des impôts pour nous encore. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose pour la Guadeloupe parce que nous allons être sur le plan international. Tout le monde saura que la Guadeloupe, ça existe. Et puis on est un petit coin du monde où c'est relativement tranquille et beau. Et puis touristiquement parlant, ça fera venir du monde.
Et voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier de la Coupe Davis. La Guadeloupe qui a donc été sélectionnée pour accueillir le premier tour. Ce sera en mars prochain au stade de Gourdeliane à Bémao. La suite du mouvement du groupement de défense sanitaire à l'abattoir départemental du Moule. Depuis mardi, celui-ci était bloqué. Hier soir, les adhérents du groupement ont pu rencontrer le préfet de région. À ce mouvement s'ajoute la colère de l'Iguavi, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage. On fait le point sur ce dossier avec Patrick Curie. Malgré l'obtention d'une réunion avec les collectivités majeures et la DAF autour du préfet, le torchon brûle entre l'Iguavi et le groupement de défense sanitaire de la Guadeloupe. Ce dernier se dit garant de l'hygiène des éleveurs, or ce ne serait pas le cas selon l'Iguavi qui possède sa propre organisation sanitaire. Donc je dis là, les mesures qu'il prend, ces premières mesures qu'il prend, c'est de dire qu'il a convoqué conseil général, conseil régional, service déconcentré et la DAF pour nous mettre en place pour nous permettre une véritable politique publique, une véritable politique sanitaire de l'élevage en Guadeloupe, de façon à ce que nous protéger les bâtiments, nous protéger les animaux, nous protéger nous. Je tiens à dire aux téléspectateurs que M. Tessier et le GDS ne sont pas prescripteurs de la chose sanitaire en Guadeloupe. Nous avons un vétérinaire conseil dans tous nos élevages. Nous avons à la coopérative à laquelle j'adhère un très gros cabinet vétérinaire de métropole qui vient 4 fois par an nous encadrer, prodiguer le conseil. Moi, pour vous donner une idée, dans mon élevage de porc, je dépense près de 150 000 € de prophylaxie sanitaire, de médicaments pour être plus simple. Donc de là à faire croire aux Guadeloupéens, ce qui nous a le plus scandalisé, c'est que M. Rudy Tessier salisse l'image de la profession. Une plainte sera bientôt déposée à l'encontre du directeur du GDS pour des propos diffamatoires tenus à l'encontre de l'Iguavi. Nous nous inscrivons en faux totalement sur ce qu'a dit M. Tessier, puisque à l'entendre, nous serions un danger permanent pour la population guadeloupéenne, à commencer pour nous-mêmes, puisqu'il a fait une liste à la Prévert de maladies qui seraient susceptibles d'être contractées dans nos élevages. Nous nous inscrivons totalement en faux et ces propos mensongers d'ailleurs feront l'objet d'une plainte qu'on déposera pour diffamation contre M. Tessier. Nous pas qu'à penser que l'Iguavi un petit peu un petit genre hérétibrin. L'Iguavi c'est-à-dire qu'il n'a pas bien comprendre mission nous et en cas quoi que à travers l'action là que nous menons là et à travers le contrat que nous faisons préfet là et ça préfet là dit nous qu'il a fait en cas quoi que l'Iguavi peut-être qui comprend peut-être bien quelle mission nous peut-être pas penser qu'il était comprendre quelle mission nous parce que si tu savent que nous avons fait, c'est-à-dire nous avons agi pour l'État et comme l'État, en cas que si l'Iguavi est au courant, tous ces bitins là ça, en cas c'est très rapidement, l'Iguavi GDS là, nous te mettons ensemble. L'affaire suit son cours. En attendant, le groupement a débloqué l'entrée de l'abattoir du Moule. On va parler de solidarité à présent. Il y a tout juste une semaine, la Banque alimentaire lançait sa collecte annuelle. Les Guadeloupéens étaient invités à donner des denrées non périssables. Cette année, 42 tonnes de pâtes, de conserve ou encore de riz ont été collectées. C'est un peu moins que l'année dernière. L'heure est désormais en tout cas au tri, au siège de la Banque alimentaire de Guadeloupe. Le reportage de Muriel Barlagne. Elles sont arrivées en vrac à la Banque alimentaire de la Guadeloupe. 42 tonnes de denrées alimentaires collectées les 27 et 28 novembre dernier dans une cinquantaine de magasins. Pour cette deuxième et dernière collecte de l'année, près de 400 bénévoles étaient mobilisés. Aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux s'affairent au tri. Les denrées qui ont été collectées dans les magasins ont été provisoirement stockées et ensuite nous allons ouvrir toutes les boîtes et les trier par catégorie d'aliments. Riz, pâtes, chocolat en poudre, conserve de légumes, conserve de plats cuisinés, etc. Ensuite, ces denrées donc, seront pesées et stockées. 42 tonnes, c'est moins que l'année précédente où un record avait été battu avec 51 tonnes. Mais compte tenu du contexte, cela reste une bonne collecte pour Hervé Pérou, le président de la Banque alimentaire de la Guadeloupe. Je pense que c'est une bonne collecte. Parce que l'année dernière, nous avions battu le record, mais cette année, les Guadeloupéens ont été très sollicités, déjà à cause du cyclone qu'il y a eu à la Dominique, où les gens ont donné beaucoup, et en plus, il y avait un cumul de collectes
sur la Guadeloupe. Et je remercie déjà tous les Guadeloupéens d'avoir donné, comme d'habitude, à cette collecte, mais pour moi, elle est très satisfaisante. Une quarantaine d'associations et 8 CCAS vont bénéficier de ces dons dès la fin du tri. Pour les prochaines collectes, Hervé Pérou pense mettre à disposition des Guadeloupéens des sacs biodégradables, de quoi encourager davantage de généreux donateurs. On passe à la politique. J-2 avant le premier tour des élections régionales. C'est la dernière ligne droite pour les 10 candidats en lice qui vont d'ailleurs effectuer leur dernier grand meeting ce soir. L'occasion pour nous de vous proposer un nouvel éclairage autour de ces élections régionales. Karine Géhelman nous parle aujourd'hui des jeunes dans la politique. Comment faire de la place aux jeunes en politique? Parmi les 9 candidats aux élections régionales, une seule a moins de 40 ans, Mélina Seymour. Du haut de ses 33 ans, son parti Ambition Guadeloupe entend bien mettre les jeunes au cœur de la politique guadeloupéenne. Les élus d'aujourd'hui, enfin les élus d'autrefois et qui sont encore en poste aujourd'hui, ne croient pas que la politique puisse changer effectivement la population, puisse changer, améliorer le cadre de vie. C'est une bagarre de postes, de pouvoir, d'enjeux électoralistes. Nous avons un projet qui est cohérent, qui est dynamique, qui est ambitieux, qui répond aux problèmes d'aujourd'hui et qui prépare surtout l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants surtout. Le duo de tête, selon les sondages que sont Victorin Lurel et Harry Chalus, ont réuni autour d'eux des comités de jeunes de soutien très organisés. On a constaté qu'il y a un travail qui a été fait, parce qu'il faut savoir que la Guadeloupe est la première région de France en termes de dispositifs jeunesse. Donc par rapport à ça, nous nous sommes réunis et nous avons dit que le candidat Victorin Lurel a fait du travail, il a fait le job. Donc par rapport à ça, nous souhaitons défendre son bilan, mais également des projets d'avenir et des propositions un peu plus fortes aussi et continuer cette action régionale impulsée par le candidat. Pour nous, ce sont des jeunes qui ont décidé de s'investir en politique, s'investir autour d'Harry Chalus et de l'équipe qui conduit pour les prochaines élections régionales. La différence pour nous, elle est là, elle est symbolique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jeunes qui se sont rassemblés pour soutenir un candidat, mais qui sont venus pour faire des propositions, démontrer qu'il y a une jeunesse qui veut s'investir, qui veut prendre sa part dans le développement de cette Guadeloupe. En tout cas, il semble important d'appartenir à des partis déjà établis pour prendre son envol politique. Les jeunes sont présents en fonction du poids politique de chaque liste. Alors par exemple, quand on regarde la liste de Victorin Lurel, qui a quand même une machine de guerre avec près d'une vingtaine de maires, ça veut donc dire que quand on constitue la liste, il y a des logiques qui font qu'on met d'abord les grands pourvoyeurs de voix devant, parce que l'électorat, quand il a un maire dont il estime que le maire n'est pas à sa place sur la liste, ça peut entraîner de l'abstention et voire même un désintérêt. Et ce n'est que par la suite que l'on peut effectivement envisager d'intégrer les jeunes. Les campagnes nécessitent un budget conséquent et ne peuvent être remboursées que si le candidat réalise 5% des votes. Autrement dit, se lancer en politique pour un jeune sans la notoriété des plus anciens est risqué. La jeunesse guadeloupéenne a donc décidé de s'organiser pour participer et encourager les jeunes à entrer dans le débat politique. Donc moi je pense qu'en tant que jeune, on devrait se mobiliser et voter, puisqu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui votent. Et pour moi c'est important, puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Le fait que nous, on fasse l'action de voter sans geste citoyen, et notre vote va vraiment permettre aux jeunes et aux candidats de prendre en compte ce que nous on fait. Il semble en effet que le vote soit un premier pas pour contribuer à la vie politique. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons ce soir au Chili, en Jamaïque et à Mexico. Voici la Minute Caraïbe. Plus de 300 baleines ont été trouvées mortes dans un fjord isolé de la Patagonie chilienne, soit l'un des plus grands échouages de cétacés jamais constatés, ont annoncé mardi des chercheurs. C'était une vision apocalyptique, je n'avais rien vu de semblable, a déclaré Vreni Osserman, la directrice du centre scientifique qui a participé à l'expédition ayant trouvé les baleines. Nous avons pu compter 337 baleines mortes, a-t-elle précisé. Il y a encore de nombreuses zones que nous n'avons pas pu atteindre, il est donc probable qu'il y ait davantage de baleines mortes. Les causes de ce phénomène d'échouage massif, qui pourrait être l'un des plus importants jamais enregistrés par des scientifiques, seront expliquées prochainement dans la revue nationale géographique. Les scientifiques à l'origine de la découverte privilégient la piste d'un excès d'algues.
C'est Sogé, une entreprise française avec un actionnariat public-privé créée en 1983 qui vient de décrocher un contrat significatif avec l'autorité portuaire de Jamaïque. Ce contrat a été confié à Sogé suite à un appel d'offres international. L'entreprise basée au Havre va déployer son système de guichet unique portuaire, S1, dans 6 ports, 7 postes aux frontières et les 2 aéroports de la Jamaïque. À l'heure où le géant français du transport de conteneurs maritimes CMA-CGM s'apprête à prendre début janvier la concession du terminal à conteneurs de Kingston pour une durée de 30 ans et dans la perspective de l'ouverture du canal de Panama élargi et attendu en 2016, c'est un immense challenge que doit relever la petite entreprise de logistique française. Elle emploie 140 personnes et génère près de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. À Kingston, 3e port de la région Caraïbe derrière Colón, Panama, et Carthagène, en Colombie, et 7e au classement des ports d'Amérique latine avec 1,63 million de conteneurs EVP pour équivalent 20 pieds, l'unité de mesure, traité en 2014, Sogé va déployer sa solution de guichet unique portuaire, une plateforme collaborative électronique qui permet l'échange sécurisé des données entre les acteurs publics et privés. La plus grande concentration de milliardaires d'Amérique latine se trouve au Brésil et au Mexique, mais ce sont aussi les 2 pays qui prélèvent le moins d'impôts sur le patrimoine, indique la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPAL, dans une enquête publiée fin novembre. En Amérique latine, le Brésil est en tête de la liste des pays qui comptent le plus de milliardaires, 30, suivi du Mexique, 11, indique l'enquête consacrée aux élites économiques de la CEPAL. Selon la revue américaine Forbes, il y aurait 1153 milliardaires dans le monde, avec en seconde position le Mexicain Carlos Slim, dont la fortune est supérieure à celle de Warren Buffett et juste après celle de Bill Gates. Les Nations Unies ont proposé de créer un impôt pour les milliardaires qui taxerait de 1% les richesses des personnes possédant des actifs nets supérieurs à 1 milliard de dollars. Cet impôt pourrait rapporter entre 40 et 50 milliards de dollars par an, selon les estimations de l'ONU. Retour en Guadeloupe, le Palais des Sports du Gosier accueillait aujourd'hui un séminaire sur l'imparentalité. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'homoparentalité, l'occasion de faire le point sur ce terme souvent mal compris. Le reportage de Karine Gielman. Et l'idée de dire qu'un enfant qui aurait un rêve d'avoir un papa et une maman, je suis désolée, c'est une construction sociale. La question de l'homoparentalité est évidemment une question qui concerne l'enfance, absolument pas les homosexuels. Qu'on soit bien d'accord, il y a de mauvais parents, il y a de bons parents, et je pense que cette orientation ne se fait pas en fonction de l'orientation sexuelle. Réflexion et interrogation autour de l'homoparentalité. Gérer l'atelier de médiation sur un thème bien précis, comment répondre aux doutes des parents qui sont aussi ceux des professionnels s'agissant de l'homoparentalité, n'est pas si simple. Et une bonne occasion de redéfinir l'imparentalité. Le terme imparentalité résume, je dirais, les difficultés, les impossibilités à pouvoir exercer de manière sereine la parentalité et donc les bonnes pratiques des parents envers leurs enfants. La parentalité, c'est le dysfonctionnement qui se passe un petit peu dans la cause des parents. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs notions à donner à cela, une notion positive et une notion négative. Et là, on parle de la notion négative. Les familles connaissent de grandes mutations ces dernières années avec des terminologies bien différentes. Aujourd'hui, nous sommes sur des nouvelles formes modernes de parents. Nous avons, outre la famille traditionnelle, des personnes qui élèvent seules leurs enfants, d'où les familles homoparentales. Et puis, nous avons les nouvelles formes modernes, les autres formes modernes de parentalité, qui sont les personnes donc, qui élèvent leurs enfants et qui sont de même sexe. Il y a une grosse confusion qui ce petit souci technique. Vous souhaitez vous envoler à moindre coût vers les États-Unis? Eh bien, c'est désormais une chose possible. La Guadeloupe est reliée directement avec les États-Unis via la compagnie aérienne Norwegian Airlines. Le premier vol a eu lieu hier entre Boston et Pointe-à-Pitre. Anne-Elisabeth Artsen a été l'une des rares journalistes embarquées dans ce vol inaugural. Voici son reportage.
C'est le premier vol aux Antilles pour cet avion qui inaugure la première liaison Boston-Pointe-à-Pitre de la Norvégienne. La compagnie a mis les petits plats dans les grands pour cette première qui semble, selon le directeur commercial, très prometteuse. La raison pour laquelle nous avons choisi la Guadeloupe et la Martinique, c'est que nous y avons vu une grande opportunité et parce qu'il n'y a plus eu de vol direct depuis 20 ans. Et nous verrons si ces vols seront couronnés de succès pour poursuivre ces liaisons durant toute l'année. Parmi ces 149 premiers passagers, Christopher et Talifa se rendent en Guadeloupe pour la première fois. C'est ma première fois en Guadeloupe et la Norvégienne offre des tarifs intéressants. Alors j'ai regardé pour la Guadeloupe et ça m'a l'air magnifique. On a choisi d'y aller car il fait froid à Boston et on a envie d'avoir chaud. Voilà pourquoi on y va. On a appris qu'il y avait ce premier vol et on a décidé de venir de Montréal en voiture jusqu'à Boston pour pouvoir prendre cette opportunité. Alors, c'est une belle opportunité. Je suis très contente. À la base, je viens de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Je suis vraiment contente. On a un super accueil ici, en plus, avec Norvégienne. C'est super. Je rentre avec le festival, passer les fêtes en famille. Et de Montréal à ici, c'est pas cher en plus. C'est vraiment génial. Je suis vraiment très excitée par ce vol. Et quand j'ai reçu l'email annonçant cette nouvelle compagnie et ce vol sans escale au départ de Boston, je savais qu'il fallait que je prenne mon billet parce que cela fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vol direct pour la Guadeloupe ou la Martinique. J'ai tout de suite réservé, je n'ai rien demandé à personne, je devais être dans cet avion et j'y vais. Alors c'est mon anniversaire cette semaine et c'est une surprise que ma femme a organisée. Donc du coup, c'est elle qui a fait toutes les réservations et on va découvrir ça ce week-end. Pour Thierry Gargard, c'est l'occasion d'ouvrir nos frontières aux États-Unis avec ces 3 destinations. Ce que Norvégienne va apporter en plus aux îles de Guadeloupe, à savoir un départ de Boston 3 fois par semaine, départ de New York 4 fois par semaine et enfin départ de Baltimore, Washington 3 fois par semaine. C'est pour nous une très bonne opération car ça nous permet d'ouvrir les îles de Guadeloupe vis-à-vis des États-Unis afin de faire venir le maximum d'Américains sur la destination île de Guadeloupe. On se rend compte aujourd'hui que le vol au départ de Boston est rempli à 90%, ce qui est une très belle chose pour l'avenir. Après 4h30 de vol, l'avion s'est posé à l'aéroport Paul Caraïbe dans une ambiance festive. Prévue initialement jusqu'au mois de mars, la compagnie prolonge d'ores et déjà les liaisons Boston, New York et Washington jusqu'à la fin du mois d'avril, avec un tarif très attractif de 250 € en moyenne le billet. On reparle de solidarité et de générosité. Ce week-end sera consacré au défi du Téléthon. Le but, on le rappelle, collecter des dons qui seront ensuite reversés à l'Association française contre les myopathies. Cet après-midi à Petit-Bourg, Messonne, un enfant de 9 ans, a parcouru 3 km, un défi suivi par la caméra de Richard Scott Tamar. C'est un petit garçon plein de courage, Manson, 9 ans, qui a décidé de courir 3 km entre Petit-Bourg et le Mont Bernard à Bémao. Pour le Téléthon. C'est la 2e année consécutive qu'il réalise cet exploit, un challenge qu'il dédie cette année à l'AFM. Nous avons accompagné Maison Divial qui a tenu, comme l'année dernière, à faire un challenge en ouverture du Téléthon. Donc c'est son challenge et nous, il est au club du Stade Lamantinois, donc on l'a accompagné. Notre jeune challenger était accompagné d'un tas de supporters, mais aussi du champion du monde junior du 110 mètres haies, Willem Bellocian, ainsi que sa mère, à qui il avait dédié son défi de l'année dernière. Je crois aujourd'hui, on est plus que fiers et que la Guadeloupe est très fière de lui. Son club sportif, Stade Lamantinois, je pense qu'ils sont restés bouche bée aujourd'hui de lui, mais Maison, je pense, à l'avenir, nous réserve encore beaucoup de surprises. Et chose que je voudrais vous dire, n'oubliez pas, nous sommes dans 2 jours, avec 2 jours de Téléthon. Ça a commencé depuis ce matin. N'arrêtez pas de donner, n'arrêtez pas la solidarité. C'est vrai que les gens pensent que ça sert à rien de donner. Non, on se trompe. Il faut y aller, il faut donner parce que nous avons maintenant un danger pour la recherche. Si on ne donne pas, si on ne participe pas, on ne pourra pas y arriver. Pensez à nos enfants drépanocytaires, nos enfants myopathies et tout ce que vous entendez aujourd'hui. Le Téléthon se poursuit ce week-end. Vous pouvez encore faire des dons jusqu'à samedi minuit en appelant le 36 37.
Et encore bravo à Manson pour ce défi. Un mot de football avec le coup d'envoi ce soir de la 9e journée de DH. Les Red Stars de Pointe-à-Pitre affrontent le Sirocco des Abîmes. Coup de sifflet à 20h30. Avant de vous laisser, vos prévisions météo pour demain matin, un temps que vous le voyez d'ailleurs sur cette carte qui sera mitigé avec des averses un peu partout en Guadeloupe. Les températures, elles seront comprises au réveil entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre nouveau rendez-vous sportif, Minute Sport, suivi de la météo détaillée de notre région. Ensuite, le journal de TF1 et les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, vous allez retrouver vers 20h10 une rediffusion du magazine Télescopie avec comme invité le président du Mémorial Act, Jacques Martial. Du divertissement ensuite avec La France a un incroyable talent. L'information locale et régionale, elle revient demain dès 12h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.